Bonjour, bonsoir à tous les Kemits et tous les Kemets du monde entier, partout où vous me suivez en ce moment. Aujourd'hui, je me suis décidé de revenir et de vous apporter un sujet très important. Un sujet dans lequel la majorité des gens en parlent déjà. Un sujet qui accable la psychologie de l'Africain. Et moi, aujourd'hui, je me suis décidé d'en parler aussi à mon tour. Et non seulement d'expliquer des failles, non seulement de dire là où ça ne va pas, mais aussi à montrer des solutions. Comment d'autres communautés l'ont fait pour réussir. C'est l'objectif principal de cette vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai trouvé un sujet, comme je vous l'avais dit, comme titre de ce sujet, à quoi consiste une communauté sans objectif ou idéal. Caca. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester dans une communauté pendant un long moment sans pour autant avoir un idéal primordial ou un idéal précis. Ça sert à quoi? De rester dans une communauté que parloter en ce qui concerne des vêtements, en ce qui concerne des sapologies, c'est-à-dire que faire de publicité illicite, de publicité clandestine, de vêtements de l'autre. Permettez-moi de dire l'autre parce que je ne parle pas l'autre dans l'idée de Frantz Fanon. L'autre qui désigne le codeur. Non, l'autre, ça veut dire que faire de publicité clandestine de vêtements que l'autre a fabriqués sans pour autant que tu sois payé. Donc je parle de l'autre. La communauté africaine, la communauté kamite ne peut pas signifier qu'en ce qui concerne des concurrences infantiles. Ça servirait à quoi de créer toute une communauté justement pour des affrontements infantiles. Des affrontements enfantins. Vous voyez, pendant plusieurs temps, nos aînés qui sont venus en Occident depuis longtemps faisaient, bon, je ne peux pas englober tout le monde. Là, j'en parle précisément de ceux qui sont en train de faire l'altération absurde. C'est ainsi que le sujet d'aujourd'hui, que je dois développer en ce moment, concerne précisément ce genre de choses. Il faut d'abord commencer à détailler, il faut commencer à dénoncer des inepties, de l'hystérie au sein de notre propre communauté. Pour qu'il y ait un développement, il faut faire les détails de tout ce qui marche et de tout ce qui ne passe pas. Et dans cette perspective, à vouloir comprendre les choses, dans cette perspective, à vouloir changer les choses, il faut d'abord commencer à attaquer le mieux. Et si on n'attaque pas le mieux, on ne peut pas progresser. Souvent, on entend par-ci, par-là, les Juifs se sont organisés, les Juifs ont créé, ils ont leur propre société dans des pays où ils habitent. Ils sont forts, ils sont des politiciens, ils sont des médecins, je ne sais pas moi. Ils occupent des postes prééminents dans des pays où ils sont accueillis. Ils sont parfois dans des conventicules, ils se réunissent, mais ça ne dérange personne. Mais lorsqu'il s'agit des Kamites, je précise pas des Kamites, vous voyez souvent, c'est nous-mêmes les Kamites qui sont devenus des chantres de communautarisme. C'est nous-mêmes. Parce que pour un Kamite, avant qu'il y ait un avertissement, avant qu'il y ait un rappel à la loi, comme on dit souvent, lui, il s'érige à un prophète, à dire aux autres Kamites que vous voyez ce que vous êtes en train de faire là est interdit. Il faut se conformer aux autres, c'est-à-dire le codeur. Là au moins j'emploie le codeur parce que ce n'est pas une insulte dans le vrai sens. Vous voyez? Et les Kamites sont devenus
des gens qui donnent le message, qui exposent des messages du communautarisme plus que même les autres communautés. C'est ainsi que je me suis décidé de dire qu'il y a la communauté juive. Les juifs, j'ai peur d'être taxé d'ignominie qualification d'antisémitisme. Or, je ne parle pas dans le sens contraire, dans le sens d'inversion, de critique, mais justement pour montrer aux Kamites comment les autres communautés se sont organisées pour en arriver à un résultat meilleur. Il y a des écoles juives partout. Tout le monde le sait. Il y a des mouvements aussi, les gens qui ont créé des mouvements aussi contre ces gens-là. C'est-à-dire pas contre les juifs, mais contre l'antisionisme. Ils disent que l'antisionisme politique, c'est un mouvement, c'est un groupuscule qui sont à l'encontre de leur pays. Il y a des mouvements anti-sionisme, mais cela ne dérange personne. Il y a des mouvements anti-racisme. C'est-à-dire que les Kamites, comme on peut dire, le nègre, ont créé certains mouvements pour contrer la montée du racisme dans le monde. Mais ce qui est de très particulier pour nous, les nègres, c'est quoi? Vous voyez, lorsqu'il y a l'acte du racisme qui est commis contre l'autre nègre, et que l'autre qui vient justement pour dire à l'autre, non mais il n'a pas trop fait, tu vois, c'est vraiment pas assez ignoble de ce que toi tu veux graviter. C'est-à-dire qu'il veut réduire la chose gravissime justement pour qu'il soit élevé au rang des affranchis. Et je vais revenir dans le thème là, affranchi. Je vais vous expliquer c'est quoi affranchi. Mais comment les Juifs se sont organisés pour arriver à ces résultats? C'est ça la grande question à se poser. Ils se sont organisés et leur organisation est devenue invétérée partout où les Juifs se trouvent. Vous voyez, partout où il y a les Juifs, c'est ainsi que j'ai dit invétéré par habitude. Un Juif qui termine, par exemple aujourd'hui l'école de médecine, avocat, demain, il ne va pas aller déposer des CV par-ci, par-là. Parce que sa communauté, sa propre communauté, avait déjà prévu. Ils ont anticipé pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'on appelle une anticipation? C'est-à-dire faire quelque chose qui ne va pas à l'encontre de futur pour vos propres biens. Lorsqu'aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai créé une société et que je sais que j'ai des enfants ici, demain, mes enfants n'iront pas déposer, aller farfouiller, marchander même, aller chercher des boulots ailleurs. Faire autant de lettres de motivation braquivalantes pour chercher le boulot chez l'autre. Après être chassés. Et ils iront nulle part parce que il y a la société de leur papa qui est là. Les autres s'organisent. Mais nous, on ne s'organise pas. On est là qui dans des escobarderies absurdes, dans l'escroquerie. Je ne dirais même pas organisée. Parce que lorsque l'escroquerie est organisée, ça donne un avantage très primordial et très non pernicieux en soi. Mais lorsque l'escroquerie est mal organisée, c'est ce que nous faisons régulièrement. Et bon, on peut dire que, bon, comme on sait souvent que, bon, les Juifs dans la Bible, ils étaient le peuple élu de Dieu, c'est ça aussi la raison qui les a déculpés. Hein, on peut dire, bon, parce que la Bible a dit ainsi, ils sont peut-être décuplés à cause de la Bible. Là, on ne sait pas. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans Deutéronome 14:2, où on élève les Juifs pour dire que ce sont le peuple élu de Dieu. Bon, pas forcément les Juifs dans le sens où je prononce le mot juif, mais des Israéliens.
Les concepts d'élection selon les Hébreux, comme vous l'entendez, comme on dit, Behira, et la croyance selon laquelle les enfants d'Israël sont le peuple élu. On peut dire de telles choses. Ça, je n'entre pas dans... Parce que ce n'est pas d'abord une vidéo qui critique la Bible, bien que j'en ai la légitimité de faire référence sur cela, de faire la conclusion, c'est-à-dire tirer la conclusion sur ce qui est dit dans la Bible, ce qui est contre les Noirs. J'ai le droit légitime, que personne ne me l'a procuré, c'est une légitimation innée, octroyée, issue du ventre de ma mère, que j'ai le droit de critiquer quiconque. Lorsque quelque chose va à l'encontre des Kémites, des nègres, j'ai le droit de critiquer. Et ils ne sont pas en réalité organisés parce que prétendu ce qui est prescrit avec autant de phraséologie dans la Bible. Non, pas du tout. Et que dans l'autre sens, comme on nous dit que bon, les Noirs sont maudits à travers leur ancêtre Cam, fils de Noé, comme dit dans Genèse 9, 18 à 29. Donc, il y a certaines personnes qui croient à ce genre de choses. Comment tu peux être négroïde? Voilà, ça fait un peu euphémisme. Et croire que un livre qui est écrit et qui va à l'encontre, qui vous brise dans l'illotisme, qui dit que vous êtes des peuples maudits. Et vous êtes maudits à travers votre ancêtre, Cam, qui avait vu son père nu et n'avait pas apporté de l'aide à son père. Et vous croyez à ce genre de choses. Voilà ce qu'on appelle l'absurdité collective. Ça, c'est de l'absurdité collective. Comment on peut croire à ce genre de choses? Vous dire que vous, comme vous êtes là, vous êtes maudits parce que votre ancêtre, Cam, fils de Noé, a été maudit par son père. Et l'autre a été béni. C'est un peuple élu de Dieu. La vidéo ne se consacre pas à cela. J'ai rebondi sur cela pour permettre aux esprits faibles, aux esprits malléables, de comprendre comment ces mercantilistes arrivent à échafauder certaines choses, à changer, à faire l'inversion d'autres réalités pour vous dire que si nous sommes ici, si nous sommes là, parce qu'il y a eu ça, si nous sommes là, parce que dans le prétendu livre saint, nous ont mis dans d'autres escaliers. Nous sommes élevés au rang, que je dirais plutôt, des recmirés. Recmirés. C'est-à-dire devenir savant comme Ré. Ré, ça veut dire que Dieu du soleil. Comment ils peuvent dire qu'ils sont trop élevés et que vous êtes en bas de l'escalier et vous acceptez ce genre de choses? Ça, c'est un nègre. Ça, c'est vraiment une manie. Parce qu'à l'époque, constitue l'Abraham, il n'y avait pas d'Israël. Il n'y avait pas d'Israéliens non plus. Pour dire que le peuple élu de Dieu. Et tout ce monde ne connaissait absolument pas l'écriture. Le seul monde qui connaissait l'écriture, c'était le monde nègre. Parce qu'ils avaient l'esprit de récupérer. C'est le seul Égypte antique qui connaissait l'écriture. Et d'où provient ce genre de langage à dire que le nègre était un peuple maudit. Et cela s'assume à l'intériorité, à l'intrinsèque même de la psychologie des nègres. Dire que, bon, ils adorent, ils érigent, ils les élèvent dans le sens panégérique, que ces gens-là sont vraiment les gens qui sont élus de Dieu. Et que nous sommes conditionnés, nous sommes dans l'illotisme, parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Non, pas du tout. Comment on peut créer l'humain et que vous condamnez l'autre à rester dans une situation macabre, dans une situation néfaste? Et ce n'est pas une situation
temporelle qui va durer éternellement. Et vous assumez que vous restez éternellement dans une souffrance extraordinaire. Ça, c'est les nègres. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu pour critiquer. Et si j'ai cité cet exemple, justement pour vous permettre de mieux comprendre comment les autres s'organisent. Et l'organisation ne passe pas dans le monde, comme on peut dire, dans le monde, comme ils disent, christique. Non, pas du tout. Non plus dans la religion. L'organisation se passe par une décision. Lorsque vous vous réunissez pendant un long moment, comme je l'avais dit dans mon introduction, vous ne pouvez pas rester là pendant un long moment, même en amitié, sans pour autant avoir de l'idéal, sans pour autant avoir un idéal commun. C'est dur que on a passé 2019. Vous êtes ingénieur, vous êtes mécanicien, vous êtes vigile, vous avez fait de telles études d'architecture. On peut se mettre ensemble pour créer notre propre boîte. Et nous aurions de marcher partout. Et nos enfants que nous estimions les aimer ou que nous aimons, demain n'iront pas déposer des CV partout pour chercher du boulot. Déposer des lettres de motivation avec des réponses aux boîtes aux lettres, refus. Lorsque vous voyez la lettre qui vous parvient, vous lisez, bon, on est désolé. Ça, c'est ce qui se passe souvent pour ceux qui déposent les lettres de motivation et autant de CV. Comme je vous avais dit en filigrane, que c'était justement le monde nègre qui connaissait l'écriture et qui avait des écoles et des bibliothèques qu'on appelait à l'époque maisons de vie. C'est ainsi que pendant la colonisation, l'Occident, c'est-à-dire l'Européen, a compris l'essence, pas sens, essence créatrice qui se forge dans la puissance de l'homme, provient d'abord dans la famille. C'est puise d'abord dans la famille. L'Occident a dit qu'il faut séparer la famille. Parce que dans l'union, lorsque la famille est soudée, lorsque la famille est réunie, va permettre à l'homme de comprendre l'univers. Et lorsque la famille est soudée, la communauté, je précise bien, à partir de la puissance familiale, à partir de l'hégémonie familiale, la communauté va se forger avec beaucoup de dynamisme. Parce que tout le monde va comprendre qu'il nous faut une urgence. Et l'urgence, c'est de créer, de promouvoir pour notre société. C'est ainsi que l'Européen, lorsqu'il est venu pour la première fois, il a compris cela. Il a dit qu'il faut qu'il y ait une dislocation des familles. Il faut séparer les familles africaines. Et lorsque les familles seront séparées, aucune évolution. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à échafauder sans raison ni l'ordre chronologique à propulser. Parce que d'abord, il y a sans raison. Ils ont tendance à échafauder quelque chose qui n'a jamais existé. Tendance à dire que dans le sens chronologique, à l'époque, il y avait Abraham et il y avait tout ce monde. N'existait absolument pas. Ce que je vous dis est complètement vrai et la réalité irréfragable. Et d'abord, je n'entre pas dans la réalité, ce n'est même pas une réalité puisque ça reste que des anthropomorphismes qu'on déplace des gens dans la Bible, on dit cela, bon, je prends certains exemples, souvent dans ma vie quotidienne, parce que dans chaque ouvrage, il ne manque pas quelques points philosophiques qui permettent aussi d'illustrer sa pensée. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'on emprunte, lorsqu'on soutire quelque chose dans un livre, ça veut dire que l'idéologie qui persiste dans cet ouvrage est la réalité. Cela ne veut absolument pas dire ou ne s'oriente pas dans ce sens.
Cela veut tout simplement dire que dans un livre où on a pris le temps d'écrire, que ce soit du plagianisme, du plagiat, il y a quelques philosophies qu'on peut puiser qui va être bénéfique pour chaque humain. Mais cela ne veut pas dire que ce qui est mentionné reste de faits réels ou de faits vécus. Non, pas du tout. D'abord, les gens doivent comprendre, parce qu'on peut me demander pourquoi tu nous expliques tout ça, tu avais commencé par l'autre chose. C'est aussi très important avant d'aborder la question d'unité. On doit d'abord comprendre comment les autres ont fait pour en arriver à ces résultats appréciables. Parce que ces résultats, convenablement, est appréciable par tous les Africains. On entend partout, les Juifs s'organisent, les Juifs s'organisent. Et les autres disent que non, parce que c'est le peuple élu de Dieu. Non, pas du tout. Il faut comprendre d'abord que la Bible a été écrite par qui et pourquoi, avant d'en arriver à critiquer d'abord le noir. D'abord, il y a eu ce qu'on appelait des pères apostoliques vers le 1er siècle. Je prends par exemple l'exemple de Agnès d'Antioche, qui fut un évêque. Il a écrit, il écrivit, puisque ça fait longtemps, une lettre authentique. Une lettre authentique, justement, pour justifier, ou pour renseigner sur la vie des églises au début du second siècle, sur l'organisation hiérarchique et sur l'hérésie menaçante. Vous savez, l'hérésie, chaque religion, lorsque quelqu'un ne pratique pas sa vertu, traite de l'autre comme hérésie. C'est-à-dire que lorsque moi je suis par exemple musulman et que l'autre est chrétien, devant moi, le chrétien pratique de l'hérésie. Il va à l'encontre de l'œuvre prétendument de Dieu, puisqu'il ne fait pas, il ne suit convenablement pas ce que ma pensée religieuse me conduit. Et lorsqu'il est à l'encontre de ce que je pense, il fait de l'hérésie. Ce n'est pas de l'hérésie. Bon, on prend le sens là. Et Agnès d'Antioche a écrit une lettre qu'on appelle la lettre aux Romains. Voilà. La lettre aux Romains. Ce n'était ni une inspiration, comme on prétend nous dire, une inspiration venant de je sais de quelle puissance imaginaire pour attribuer à Agnès d'Antioche. Agnès d'Antioche, voilà son nom. On veut l'attribuer cette primauté de la vertu dont il n'avait pas. Il voulait justement aussi, de l'autre côté, dénoncer la primauté de Rome. Voilà. Ce n'était ni question, je précise bien, c'était absolument pas question de vous expliquer que ce que j'ai dit tire sa provenance l'au-delà. Il n'a jamais dit ce genre de choses. Et qui n'est d'ailleurs pas dans la religion kamite, comme a décrit Mbang Bassong. Je vais vous citer. Mbang Bassong a dit dans son ouvrage La religion africaine, de la cosmogonie quantique à la symbolique de Dieu. Dieu sont des principes scientifiques issus de Dieu, la force primordiale. Mbang Bassong vous explique que chez les Kamites, tout ce qu'on appelle la religion, ce sont des principes scientifiques. En aucun moment, ça a été une inspiration prophétique. La réalité prouve le contraire chez les nègres, comme on dit. Et de l'autre côté, pour comprendre toujours ce manier, avant d'en arriver, avant d'entrer dans ce processus où les Juifs se sont organisés, il y a aussi l'autre évêque qu'on appelait Polycarpe de Smyrne. C'est lui l'auteur des lettres aux Philippiens. Celui-ci fit répondre aux demandes des Philippiens. Polycarpe leur envoie de lettres d'Ignace. C'est-à-dire qu'il reprend la lettre
d'Ignace d'Antioche. C'est-à-dire, à l'époque, on prenait les prénoms de quelqu'un et on rajoutait les noms, par exemple, de la ville ou d'un pays dont la personne ressortissait. C'est comme on disait Marie Magdala. C'est ainsi que vous voyez, l'église catholique s'est divisée. L'autre orthodoxe, parce qu'il y avait une question qui se posait sur Marie. Les autres disaient Marie, il y avait qu'une seule Marie. Et les autres disaient non, mais il y avait plusieurs Maries. Les autres disaient non, Marie prenait les noms de chaque ville. Si elle quittait cette ville pour aller dans l'autre, on attribuait aussi les noms de cette ville. Si elle quittait par exemple Paris pour aller à Londres, on va dire Marie de Londres. Et s'il quitte Londres pour aller à Washington, on dit Marie de Washington. Et les autres disent que non, tel n'était pas le cas. Il y avait plusieurs maris. C'est ainsi qu'ils ne se sont pas bien entendus sur ces points et il y a eu la dislocation de l'Église catholique. Et ce qui ne signifie absolument pas que ce genre de choses étaient inspirées. Il n'y avait pas le rite miré, les savants au niveau du rite. Il y a tout ce qu'on est supposé. Mais je vais vous dire, parce que j'ai un tout petit peu avancé, ça fait un tout petit peu du bien à connaître un tout petit peu, je répète un tout petit peu, l'histoire de ce qui s'est passé, au lieu de se dire que nous sommes maudits, au lieu de se dire que bon, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu Cam, justement pour vous dire que tout ce genre de choses ne sont que des fables. Aucune réalité, aucune substance réelle s'est manifestée dans tout ce genre d'absurdité. C'est les conventicules des gens qui ont fait l'inversion des ouvrages de l'Égypte antique, sont appropriés pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et ce n'est pas moi, c'est un rabbin juif qui l'a dit. Qui a dit clairement que l'histoire que nous racontons, ça ne provient pas de nous. Et lorsque vous lisez les livres des morts de l'Égypte, où on a autant expliqué des papyrus, vous comprendrez mieux que l'histoire racontée dans les ouvrages prétendument saints. C'est l'histoire qui s'est déroulée en Afrique. L'histoire d'Osiris, qu'on a attribuée à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, le but de cette vidéo ne consiste pas à faire l'épistémologie de la Bible. Pas du tout. Ou de la religion, non. Mais rien ne m'empêche de s'immiscer dans cela. Mais je dis précisément que peut-être d'autres vidéos viendront. Et on va faire l'anagogie de tout ce genre de choses. Parce que là, comme je suis de retour, comme je vous l'avais promis, vous l'aurez autant de vidéos. La question de se demander comment les Juifs sont arrivés là, après plusieurs pogroms, c'est ça la question primordiale à se poser. Je ne peux pas faire une longue liste de ce qu'a vécu les Juifs. Tout le monde, la majorité, on dit tout le monde par commodité de langage, la majorité le savent très bien, le Shoah, un pogrom en Empire russe, et je m'abstiens. Je peux quand même le dire. Comme on a supposé qu'il y avait aussi les pogroms en Égypte antique. Comme quoi que, comme c'est marqué dans la Bible, je dirais bien que c'est du caboténisme que les Juifs ont subi aussi du pogrom en Égypte antique. Ce qui est complètement faux, archi faux. Les Juifs n'ont jamais été persécutés en Égypte antique. À l'époque, le seul peuple qui l'ont aidé, c'est les nègres. On les a donné une grande place en Phénicie. En Phénicie.
parce qu'on les avait donné l'endroit pour y installer. Je ne fais même pas allusion en Palestine. À partir du 19e siècle, 18e, 19e siècle, 20e siècle, je ne fais absolument pas l'analogie de ce qui se passe actuellement. Mais nous, on les avait donné la Phénicie à l'époque. Et comme la Phénicie était la colonie de l'Égypte à l'époque, la Phénicie était la colonie de l'Égypte à l'époque. C'est ainsi que les Juifs venaient à Héliopolis, qui fut une grande mégapole, capitale de l'Égypte à l'époque. Ces gens venaient pour chercher du boulot, parce qu'il y avait des boulots en abondance. Comme souvent les Africains, pour l'instant, quittent les continents africains pour venir chercher du boulot en Europe. Je précise pour l'instant, parce que dans peu de temps, il y a récemment, il y avait tout le nom que je dois y venir aussi. Et ces gens venaient en Afrique, à Héliopolis, en base Égypte, pour chercher du boulot. Aucune, je précise bien, aucune persécution n'a été orchestrée à l'encontre des Juifs, à l'encontre des Israéliens, actuellement. Aucune. Et aucune personne, aucun archéologue n'a été répertorié, je précise bien des archéologues sérieux, n'a répertorié. Aucun papyrus ne parle de ce genre de choses. Sauf dans le livre prétendument saint, où on veut clouer les nègres dans des piloris pour dire que c'est justement l'inversion de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a eu aussi l'esclavagisme des Juifs. Jamais. Et pour terminer ce sujet de pogrom, je sais que la majorité d'entre vous, y compris moi, ont suivi cette dame qui fredonne, qui a toujours des frénésies contre les hommes, pour dire dans ce sens, pour ne pas tomber dans le piège des locodeurs, pour ne pas dire du racisme. Cette dame qui a toujours des verbiages qui n'arrive pas à bien exprimer dans sa propre langue. Elle a fait ce qu'on appelle circonlocution. Circonlocution. C'est-à-dire que de ne plus dire la chose telle qu'elle représente pour contourner une dame qui était chroniqueuse, qui s'appelle Christine Angot, qui a dit qu'il y avait l'hiérarchie des souffrances, c'est-à-dire qu'il y a eu les degrés des souffrances, en essayant d'étaler la différence entre ce qu'a connu le nègre, c'est-à-dire que le noir, et l'antisémitisme ou les Shoah. Elle a voulu faire la différence entre les deux. Et sur ce, elle a poursuivi ses argumentations d'adulation surrogatoire pour glorifier les actionnaires de télévision, de la chaîne télé où elle travaillait. Elle a dit ce genre d'ineptie sans moindre connaissance historique, sans comprendre les circonstances, ce qu'on appelle en histoire téléologie. Elle ne sait pas qu'à l'époque, surtout aux Antilles, il fut pendant un long moment où on exterminait le nègre.
à peu près pendant 3 décennies. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre enfant, on vous met là. Vous êtes enchevêtrés, vous et votre mari. On prend l'enfant que vous avez accouché pendant une longue période de difficultés. À l'issue du ventre. Et on prend votre enfant, on le donne au chien par le maître pour que votre bébé soit mangé par les chiens. Il n'avait pas besoin de reproduction. Qu'est-ce qu'il voulait à l'époque? Qu'il y ait toujours des ravitaillements, des traites négriers. Des traites négrières, c'est-à-dire qu'il faut qu'on leur envoie des nègres qui venaient directement de l'Afrique. Et on faisait une sélection. On ne prenait pas n'importe qui. On prenait des hommes robustes, intelligents. Des classes qu'on suppose appelées par l'essence européenne péjorative aristocratique, dont l'Aristote lui-même a été enseigné en Afrique, dont on a arrivé où on en parlera ce genre de sujets, des savoirs grecs qu'ils ont cooptés en Afrique, on en parlera. Mais aujourd'hui, il s'agit bien d'un sujet très précis de l'organisation de l'unité des Africains. Et si les Juifs, comme j'avais dit, ont été maltraités par des pogroms, et a fortiori des nègres qui ont eu l'esclavage, traite négrière, colonisation, déportation, autrefois affranchis. Affranchis. Je vais vous expliquer affranchis tout à l'heure. J'ai rencontré un jeune très courageux, bouillon, élevé de la connaissance particulière. Je le parlais. Il m'a dit que mon frère, puisqu'il m'appelle souvent mon très cher frère, ce sont des langages kamites. Il faut s'appeler toujours des très chers frères. Il m'a dit, mon frère, je fais des études ici en Europe pour être respecté. Et aussi respectable. Non seulement pour être dans le respect de l'autre envers moi, notamment d'avoir un bon boulot et un bon salaire. Ça, c'est le jeune camarade qui m'a dit. Je lui ai regardé en face et je lui ai dit que tu seras complètement déçu. Il m'a dit, mais comment ça? Moi qui fais des études et puis je suis apprécié et appréciable par mes professeurs. Ils trouvent mon élégance de beauté intérieure, de l'intelligence dont j'approuve. Moi, je l'ai dit clairement parce que tu es un affranchi. Un affranchi. Là, je pense que je ne souhaite pas réveiller le vieux problème d'affranchi mentionné dans le code noir, dans son article 5, code noir de 1723. Je ne réveille pas, mais j'ai le droit. Ce qui est mentionné ici, dans le code noir. Mais moi, je lui ai parlé. Je vous ai donné une référence. Code noir, article 5 de 1723. Mais moi, je lui parlais complètement de ce qu'on appelle dumping social. C'est-à-dire illusion salariale.
la somme dont on vous donne justement pour travailler et remplir votre moi. Parce que de l'autre côté, il y a des prélèvements exhaustifs. Aussi longtemps que vous gagnez beaucoup comme tout le monde le sait en Occident, aussi longtemps que les prélèvements s'élèvent à un niveau supérieur. Et surtout, vous êtes un immigré, vous n'échapperez jamais aux impôts. C'est ce qu'on appelle dumping social. Ce qui ne permet pas à l'élévation des étrangers. Oui, on peut dire que, bon, et même si sont enchevêtrés, enchaînés dans le même système. C'est ainsi que moi, je pris justement une portion d'explication pour faire l'analogie à travers de la vision des choses dont cher ami m'a dit qu'il sera respecté. Je lui ai dit que tu seras respecté dans le sens de l'affranchi. Affranchi à l'époque étaient des nègres qui avaient eu une petite liberté. Ce n'était pas une liberté totale. Puisque dans la restriction, je précise bien dans la restriction, il subissait, il devrait subir le même sort que l'esclave. Mais lui, on lui avait attribué quelques minuscules de liberté. Mais était un affranchi en réalité. Puisque à chaque moment, il pourrait redevenir esclave. Puisqu'à l'époque, l'esclave était considéré comme des objets. C'est mentionné dans le code noir qui a duré autant de siècles. Même pendant la Révolution française, l'esclavage coexistait. Là, je n'en parlerai même plus parce que c'est déjà la connaissance à la portée de tous. Mais le communautarisme dont je parle ici, je ne parle pas dans le sens d'altération, non plus dans le sens péjoratif de l'Occident, comme j'avais dit. Avec l'air idée timorée qui empêche les autres communautés de se concerter entre eux. C'est ainsi que vous voyez certaines communautés ne font que tourner rond. Procrastination, n'arrivent pas à s'en sortir. Dès que vous vous organisez, on vous dit que ça c'est du communautarisme. Je ne vais pas citer encore le code noir qui va blesser certaines personnes. Le code noir qui stipulait à l'époque que les noirs ne devraient pas s'entrouper. Les nègres ne devraient pas faire la route ensemble. C'est-à-dire lorsque vous finissez votre boulot respectif auprès de votre maître et que vous êtes de différents maîtres, vous n'avez pas le droit de s'entrouper. Restez ensemble. Parlez de vous. Parce qu'on estimait qu'il n'y a qu'une conventicule. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dire entre vous, ça sera une réunion illicite. Et cette réunion secrète ira peut-être, comme c'est fait le cas d'Haïti. Le cas d'Haïti a servi d'exemple. C'est ainsi qu'on avait interdit à tout regroupement des nègres. Et c'est ce qu'on peut dire et ce qu'on peut penser dans la même orientation d'idées, dans l'intimité de cette idée, pour dire que ne pas vouloir le communautarisme des nègres, c'est aller ou aller aux vicinités de Code Noir, puisqu'il y a les communautés juives qui s'unissent sans pour autant qu'il y ait quelque chose de très pernicieux contre la République. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de se réunir.
Parce qu'ils savent très bien qu'en restant divisé, disséqué, on sera toujours dans la lueur. C'est-à-dire dans l'impression, comme j'avais dit au départ, outrecuidante d'utilité, sapologie, boire, danser. Lorsqu'on te voit, il y a toujours des stéréotypes pour dire que ah non, vous faites 1,92 m. Ah, c'est bien, vous pouvez être un basketteur. Il n'y a que des ignominies. Ah, vous êtes trop muscleux. Vous faites quoi? Vous faites de la boxe? Vous faites NBA? Alors que l'autre, peut-être, peut avoir autant de muscles que vous. Mais il n'a aucune qualification de la sorte. Pourquoi? Là, on parle aujourd'hui de l'unité. Et je viendrai autrement pour vous expliquer les réseaux et la conquête de l'Afrique. Je garde encore le nom. Tout ce que vous voyez des ONG en Afrique, ça consiste à quoi? Je vais vous l'expliquer tranquillement, ne vous inquiétez pas. Je suis des retours comme j'avais dit. Autant de sujets. Cette fois-ci, on n'en parlera pas que des sujets étatiques. Je ne vous expliquerai pas que le sujet qui concerne un seul État. Bien sûr, je vais aussi parler des questions politiques de toute l'Afrique. Comme avait dit à l'époque de Che Guevara, qu'il ne se sentait pas argentin, puisqu'il était un Argentin, mais je me sens latino-américain, comme avait dit Che Guevara. Et moi, je suis un Africain. Et je dois aborder les sujets africains dans le sens auquel ça concerne précisément et principalement le pillage de l'Afrique. Et je dois en parler. Et tout cela doit d'abord commencer dans l'unité et surtout dans la diaspora, comme a fait le peuple juif. Et en restant toujours dans cette logique, je dois parler, comme je vous l'avais annoncé, celui qu'on a dénommé le père du sionisme, Theodor Herzl. Celui-ci était un juriste, parce qu'il avait fait ses études de droit. Après, il a dit que je ne peux pas rester que dans les études de droit. Je dois additionner pour faire comme moi. J'invite aussi mes très chers frères partout et mes très chères sœurs où ils se trouvent, d'additionner les diplômes d'ici. Ce n'est pas pour avoir ce que le professeur Nkovi appelle diplôme, certificat d'aliénation scientifique. Non, pas que ça. Mais pour avoir l'arme de combattre. Il faut connaître la puissance de l'autre. Si on connaît la puissance de l'autre, il y aura aussi la possibilité de lutter, de le combattre, d'entrer en bataille dans son intimité. Puisqu'on connaît là où il dort, on connaît son lit, la chambre de ses enfants, on connaît. Mais pour avoir cette connaissance, il faut additionner les compétences dans différents domaines. Comme je vous l'ai dit, il faut combattre. Pour combattre l'ennemi, il faut connaître son art. Et celui-ci, David Herzl, son histoire est un tout petit peu passionnante. Et cela va permettre aux Africains de comprendre comment les autres se sont solidifiés pour aller de l'avant. Après avoir été confronté par la discrimination perpétuelle, c'est-à-dire que discrimination qui se faisait régulièrement. Là, on est au 19e siècle. Avant même l'avènement de la Première Guerre mondiale, effectivement, parce que c'était vers 1800, et de la Deuxième Guerre mondiale, je dirais plutôt pas la Seconde Guerre mondiale, puisque la seconde, ça veut dire que
c'est la fin. Il n'y a pas d'autre, ou il n'y aura pas d'autre. Si j'estime, si je prends en considération les mots de langage, parce que les mots ont un sens, les mots de Poutine, Vladimir Poutine, président russe, qui avait dit dans une interview que s'il y a encore une nouvelle guerre prétendument mondiale, parce que les nations africaines n'ont pas été touchées, n'ont pas été ciblées, accablées par leur guerre prétendument mondiale, bien que les Africains interviennent dans tout. Ils interviennent dans tout. Même lorsque ils ne sont pas appelés, ils interviennent quand même. Poutine a dit qu'aucune nation n'existera s'il y avait une nouvelle guerre mondiale. Donc, ce n'est pas la peine d'en crier. Nous ne sommes pas là. Lorsqu'il était étudiant, parce que je parlais de Theodor Herzl, pour revenir au sujet, lorsqu'il était étudiant, pas étudiant en droit parce qu'il avait déjà fini, mais étudiant en cours de journalisme pour devenir journaliste, il était devenu membre d'une association qui s'appelait Albia, Association des étudiants allemands à Vienne. Il était devenu membre de cette association. Justement, ce qui a causé un problème, pour comprendre le contexte. Après la mort de Richard Wagner, qui était un polémiste allemand, un écrivain, un homme de théâtre, Richard Wagner. Après sa mort, les mouvements dont Theodor Herzl faisait partie, c'est-à-dire l'association dont il faisait partie, commençait à lancer des diatribes, des invectives pro-allemandes, qui va à l'encontre, qui critique, qui insulte les juifs, alors que lui-même était juif. Il s'est dit, mais c'est impossible, comment je peux rester dans un mouvement qu'on critique le mieux, qu'on critique les gens qui sont comme moi, et moi démérés dans ces mouvements. Vous voyez, ce genre de choses se passent souvent dans notre communauté. Samuel Eto'o, je l'ai suivi, il y avait un match dont j'oublie encore précisément s'il s'agissait de quel match. On lui sifflait pour dire qu'il devrait aller manger les bananes parce qu'il était considéré comme un singe. Et par pitié, par douleur, par sentiment de frayeur, Samuel Eto'o a voulu quitter le terrain. Alors que dans son équipe, il n'y avait pas que lui seul comme nègre. Il y avait aussi des Brésiliens qui étaient des nègres. Il y avait d'autres nègres aussi, même dans le cas adverse. Mais on l'a attaqué. Il a pris une décision tant qu'homme de quitter le terrain. Et les autres nègres, qui sont qualifiés de nègres de maison, comme avait dit France Fanon. Et le mot a été d'abord dit par Malcolm X, le nègre de maison. Sont venus pour les compatir. Non, c'est pas grave. Vous voyez, si vous faites ça. Parce que les gens craignaient, comme l'a dit lui-même, que il y avait des paris. Vous savez très bien que lorsqu'il y a un match de football, il y a autant d'actionnaires. Ce n'est pas ce que vous regardez dans votre tweet écran. Il y a autant d'actionnaires. Il y a des gens qui mettent leur paquet en jeu pour un match de football. Et Samuel Eto'o a voulu quitter le terrain. Et ses amis l'ont venu pour secouer,
avec des tons alarmants, dire que non, tu vois, c'est pas comme ça. Toujours des nègres. Mais lui, il a compris, il a dit, je dois quitter ce mouvement. Et il démissionna. Vous me demanderez pourquoi tu nous expliques tout ça. Est-ce que ça a un rapport avec l'unité? Bien sûr. Pour comprendre l'énergie motivatrice. Pour vous faire comprendre les sentiments que l'homme peut avoir devant de tels actes ignominieux contre sa personne. Devant de tels actes qui sont équilibreux, juste pour nuire l'autre. Ce sont des élucubrations néfastes contre une personne. Et face à cela, Theodore Herzl a décidé de quitter. Non seulement il a décidé de quitter, mais il rencontre aussi des auteurs antisémites. Vous me demanderiez, mais pourquoi tu nous expliques que des juifs, on s'en fout, ils sont des banquiers. Je vous explique pas les juifs, je vous explique comment les autres se sont organisés pour en arriver au résultat que nous voudrions aussi. Parce que si vous ne voulez pas, moi j'en veux. Il a rencontré des auteurs antisémites, en l'occurrence de Karl Hegel, philosophe et économiste allemand. Comme d'ailleurs, chez nous, les Africains, il y a autant d'auteurs qui nous ont insultés. Les auteurs occidentaux, même français. Si on prend l'exemple précis de Arthur Gobineau, c'est la Gobineau, un diplomate et écrivain français. Je vais vous lire juste une partie de ce qu'il lui a dit. Lui, Gobineau. Gobineau a dit dans son introduction, page 91, écrivait: ainsi, les cervelets de Hunon contiennent un germe d'esprit tout à fait semblable à celui de l'anglais et du français. Il s'exclame. Qui il parlait? Il parlait de Huron. Huron, c'était un Indien d'Amérique qui était des couleurs des négroïdes, des nègres. Il a dit ainsi, si les cervelets du Huron contient un germe d'esprit tout à fait semblable à celui de l'anglais et du français, pourquoi donc, dans le cours des siècles, n'a-t-il pas découvert ni l'imprimerie, ni la vapeur? Voilà l'ignorance qui amène à la lobotomisation, sans pour autant connaître des faits historiques. Ça, c'est de pure idéologie. Et qui se dissipe même dans l'école, dans les écoles des autres. Il continue. Je serai en droit de lui demander à ces Hunon s'il est égal à nos compatriotes, d'où il vient que le guerrier de sa tribu, c'est-à-dire il parle de ses ancêtres, n'ont pas fourni de César ni de Charlemagne. Et par quelle inexplication négligeable ces chanteurs et ces sorciers ne sont jamais devenus ni Homère et ni Hippocrate. Ça, c'est Gobineau. C'est Gobineau qui tient ce genre de propos. Sans oublier que Hippocrate, dont tu me parles, lui-même, a passé plus de 3 ans en Égypte pour apprendre ce qu'on appelle la médecine, les types de médecine. Et lorsque même en Afrique, on embaumait nos momies, 2000 ans, 4000 ans, avant même l'arrivée des seigneurs qu'on appelle Hippocrate, Gobineau n'a pas lu ce genre d'ouvrage. Écrit aussi par d'autres locodeurs objectifs, parce qu'on ne peut pas tout mêler. Gobineau ne connaît pas celui qu'on appelle Imhotep.
Imhotep. C'est le patron de la médecine. Vers moins 2700, 2625. Patron de la médecine. Hippocrate, on ne connaissait même pas son nom. C'est-à-dire que moins 2700, avant la réforme des calendriers, parce que moi je ne m'engage pas à dire que 2700 avant Jésus-Christ, 2700 avant l'ère chrétienne. Non, il faut bien préciser 2700 avant la réforme des calendriers. Parce que il faut savoir que le calendrier que nous utilisons, c'est le calendrier égyptien, qui a été bien évidemment réformé par pape Grégoire XIII en 1582. 1582. Alors que ce calendrier a été créé il y a 4000 ans. Qu'est-ce qu'il a changé? Rien. Juste l'ordre de commencement de l'année. L'année ne devrait plus commencer pendant la période caniculaire. Il a justement changé, l'année devrait commencer en janvier, mais en restant 365 jours, comme était le calendrier lunaire, calendrier africain. Et c'est genre des gens qui vous donnent des cours. Et dans page 87, vous allez comprendre aussi une chose assez intéressante qui va vous passionner. C'était aussi le professeur Serge Sonoron. Professeur Serge Sonoron, qui fut le directeur français d'archéologie orientale, le professeur Sonoron. Il a dit quelque chose de très intéressant, que je vais vous lire tout de suite. Défini par les mots sages, les séjours des savants grecs en Égypte. Moi, je ne les appelle même pas des savants, je les appelle des copieurs, des plagianistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont puiser, farfouiller dans les archives de l'autre, dans les annales des autres, et récopient ce qui est interdit actuellement, de recopier le travail intellectuel, scientifique de l'autre, pour s'en approprier, dire que c'est moi qui l'ai créé. C'est interdit pour l'instant. Pour le moment, c'est interdit. Et ils l'ont fait, des plagiats. Et Arthur Gobineau a su cela, mais tellement il était braqué dans la sphère idéologique, il n'a pas voulu dire la vérité. Mais à l'époque, Théodore, lorsqu'il a compris qu'il y avait des auteurs antisémites, il a directement réagi. Ça l'a révolté. C'est-à-dire que nous aussi, on a la possibilité de créer dans l'unité nos propres sciences, nos propres histoires, notre propre culture, sans attendre de l'autre. Je vous dis, moi aussi, je suspecte Gobineau d'avoir cette tendance de faire l'inversion, comme tout de même l'ancien ministre de l'Éducation prussien, Von Humboldt. À l'époque où l'Allemagne a été vaincue par Napoléon Ier en 1806, en 1809, Von Humboldt, le ministre de l'Éducation prussien, qu'est-ce qu'il a pris comme mesure et comme décision? Et qu'est-ce qu'il a dit? Avec l'idée de l'unité nationale, avec l'idée nationaliste, Von Humboldt a invoqué le sujet grec pour dire, comme résumé que je peux faire, qu'on doit se référer à la civilisation gréco, c'est-à-dire à la civilisation grecque, sans pour autant aller piocher. C'est-à-dire que nous n'avions pas d'autres civilisations à aller piocher. La Grèce nous suffit.
ce que la Grèce nous a procuré. Cela est de mieux pour nous. La civilisation et la culture grecque. Alors que lorsque vous lisez quelqu'un comme Jambic, qui était le disciple de Platon, il dit clairement que Platon, lui, avait dit que les connaissances qu'ils avaient provenant de l'Afrique, les connaissances que lui avait, je parle, ils avaient parce qu'ils étaient nombreux, prétendus savants, de Platon, de Thalès, qui ont passé, et d'Os, qui ont passé plus de 22 ans en Égypte à faire des études. Et on n'en est pas ce sujet. Le sujet est l'unification. Mais juste, j'ai emprunté cela pour vous dire comment les autres ont radié dans leur esprit le bourreau. Toute personne qui avait des idées néfastes. Voilà. Comme Théodore Herzl. Il a compris que ces gens écrivaient des livres contre nous. Leurs livres étaient des livres propagande qui consistaient éventuellement à nous annihiler toute compétence que nous les Juifs on avait, que nous les étrangers on a. Mais chez nous, on voit que il y a des gens qui les glorifient. Vous prenez quelqu'un comme David Hume. Il fut un économiste anglais. Si je prends par exemple la page 14, vous allez comprendre comment celui-là a réduit les Africains. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: je suspecte le nègre et en général les autres espèces humaines d'être naturellement inférieures à la race blanche. C'est-à-dire là, il montre déjà la supériorité de l'Ocodor. Pur racisme. Il n'y a jamais eu des nations civilisées d'une autre couleur que la couleur blanche. Si on veut parler des nations civilisées, on doit aller farfouiller dans les archives françaises, dans laquelle Jules Verne, le 28 juillet, devant le Parlement 1885, à l'époque où l'Afrique, on les divisait, où il disait les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures, dont il est repris par prétendus intellectuels à l'époque européenne. Et celui-là, il a été rendu hommage par celui qu'on appelle le président qui est parti là, François Hollande, le 15 mai 2012 pour inaugurer son mandat. Il a rendu hommage à Jules Ferry, plutôt. Il a rendu hommage à Jules Ferry, qui disait de telles inepties. Et celui-ci continue pour dire, ni l'individu illustre par ses actions ou par sa capacité de réflexion. Il n'y a chez eux ni engin manufacturé, ni art, ni science, sans faire mention de nos colonies. Il y a des nègres esclaves dispersés à travers l'Europe. On n'a jamais découvert chez eux les moindres signes d'intelligence. Et lorsque vous allez dans leurs écoles, donc je souhaite que tout le monde s'en va, j'en fais partie notamment, mais vous allez comprendre qu'il y a cette espèce de propagande. L'enseignement qui est stupuleux en Europe, c'est du propagande. Lorsqu'on vous parle, par exemple, pour ceux qui font la philosophie, pour ceux qui font par exemple du droit, tous les juristes connaissent celui qu'on appelle Montesquieu dans son livre Contrat social. Et ce livre Contrat social du Montesquieu a été inspiré de Thomas Hobbes, Léviathan, c'est le livre de Hobbes. Et Hobbes à son tour a été inspiré des philosophes qu'on appelait des hellénistes. Hédoniste. Et helléniste, à l'époque, c'était qui? C'était des Grecs, c'est-à-dire des philosophes grecs. On appelait la Grèce Hélène,
comme on appelait aussi à l'époque armée nippone. Lorsque vous écoutez par exemple armée nippone, il faut savoir que c'est l'armée japonaise. C'est comme on appelait Hélène. Et tous ces philosophes d'Hélène allaient se ressourcer en Égypte. Il allait se ressourcer en Égypte. Et il y en a d'autres que je ne peux pas commencer à tout citer, qui ont des auteurs qui ont écrit contre le nègre. Notamment celui qu'on appelle Friedrich Engels. Friedrich, j'ai du mal à prononcer ces noms. Friedrich Engels. Friedrich Engels, là, si on prend le livre de Linda, qui s'intitule Njinga, la reine guerrière, dans la page 276, on va découvrir Friedrich. Le philosophe Engels a lui aussi donné un portrait semblable dans le cours délivré à l'université de Berlin au début des années 1800. Il a utilisé les descriptions de Njinga qui circulaient dans le cercle littéraire et religieux européen pour montrer que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire. Ça, c'est le livre de Linda Heywood. C'est brésilienne qui étudie à l'université des États-Unis. Que l'Africain n'a pas entré dans l'histoire. Je ne peux pas répéter les noms de l'autre. Président, ancien président, qui a réduit, qui a dénigré l'Africain dans son intimité, c'est-à-dire chez lui. Et aucune personne l'a interpellé en cours de son discours au Sénégal pour lui dire, pour lui interdire de dire de cette hystérie, de cette humiliation devant le chef, les préfets, comme les appellent les Kémy Séba, le préfet de la France en Afrique. Et il a dit de telles choses pour les humilier, que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire, dont lui-même n'a jamais rentré dans l'histoire et il ne rentrera jamais dans l'histoire. Et si je reviens, je ferme cette parenthèse, lorsqu'il a fini ses études, Theodore Herzl, lorsqu'il a fini ses études de journaliste, études journalistiques, il est envoyé à Paris comme correspondant pour le quotidien libéral, dans une presse écrite, quotidien libéral, viennois au nom de Neue Freie Presse, une presse autrichienne fondée par Max Friedland et Michael Etienne. Une presse libérale. Michael Etienne a été même tué, c'est-à-dire que l'un des cofondateurs de cette presse a été tué dans des circonstances mystérieuses, puisqu'il dénonçait certaines choses. Et lui, il a choisi de travailler dans cette presse indépendante qui va œuvrer pas au bénéfice de politique. Parce que cette presse, déjà, il faut savoir que est née issue de Day Press. C'est-à-dire qu'il y avait l'autre presse qui était diligentée, qui était dirigée par Auguste Zang, dont lui-même était un politicien. Et lorsqu'ils ont compris, ils ont quitté cette presse. Et lui, après avoir fini ses études, il est venu pour travailler, bien évidemment, dans cette presse. Et l'histoire qui a marqué son histoire et qui a effectivement poussé que Theodore Herzl puisse créer un mouvement sioniste, l'unité pour regrouper tous les juifs du monde. C'est lorsqu'il avait couvert l'affaire qui s'est passée en France, ce qu'on appelait l'affaire Dreyfus. Tout le monde peut puiser sur Internet pour comprendre cette affaire, ce qu'on appelle l'affaire Dreyfus. Il est même connu parce qu'elle a été rapportée dans la presse écrite qu'on appelait Aurore par celui qu'on appelait aussi un grand écrivain français,
Émile Zola, bien que je n'ai aucune sympathie pour cet homme, mais je relate des faits par rapport à son époque et les circonstances dont il est apparu pour exposer ce qui s'est passé à l'époque. L'affaire Dreyfus, rapportée par la presse dont Theodor Herzl travaillait. C'est ainsi que Herzl a compris dans cette affaire. Parce que cette affaire Dreyfus, tout le monde connaît, était accusé par des choses qui concernaient, que je dirais, la trahison. Bon, pas assez la trahison, mais c'était quelque chose qui concernait plus particulièrement l'espionnage. Voilà les mots que je cherchais. L'espionnage. C'était une affaire qui concernait l'espionnage. Et par là, David Herzl, Theodor Herzl, a bien compris que il y avait une urgence pour les Juifs du monde, qu'il n'y avait aucune place pour les Juifs du monde. Il a dit lui-même, si la France de la lumière a tourné le dos contre les Juifs, la France qui, parmi ses devises, disait qu'il y a l'égalité aussi avec les Juifs. Et maintenant, l'histoire change. Donc, il y a une urgence pour tous les Juifs de créer sa propre nation. Mais ce qui devrait être plutôt par ailleurs pour le noir. On a tout subi et on continue jusqu'à aujourd'hui. On nous dit parfois, non mais toi tu fais pas trop noir. Homme de couleur. J'avais apprécié l'intervention des comédiennes Claudia Tagbo dans l'émission On ne va coucher de Laurent Ruquier face à Yann Moix qui disait l'homme de couleur, agent de couleur. Il a dit clairement que les couleurs, il s'agit de quelle couleur? Il faut avoir la précision. Il y a sous forme de litige moral que l'Occident et les Occidentaux n'arrivent pas à prononcer le mot noir. C'est quelque chose qui est ancré, peintureux dans leur cerveau. Et lorsqu'on prononce, ça relève ces empreintes qu'on a eu à émettre sur ces gens-là. Et souvent, on va dans le sens où on veut changer de langage pour aller à dire que des blacks. Dans un pays francophone où on appelle des noirs des blacks. Alors qu'il y a un nom aussi bien précis dans leur dictionnaire pour ne pas les nommer péjorativement en anglais. Et lui avait bien compris qu'il était temps de s'unir. Puisqu'il y a une question de vie ou de mort. Soit on ne peut pas exister parce que partout il y a des pogroms. Même le pays qu'on considérait comme aujourd'hui les pays où il y a beaucoup de noirs au monde. Les pays où a été construit aussi par les mains propres des noirs, les États-Unis. Ce pays qui a permis juste au vote des noirs en 1965, alors que dans le 15e amendement, section 1, on les avait déjà autorisés depuis 1875. On avait autorisé aux noirs de voter. Mais ils ont attendu dans longtemps pour voter. C'est-à-dire que même dans ces pays où les noirs ont construit, parce que ces pays, n'oubliez pas, a été construit par des noirs, par le main-d'œuvre des noirs. Mais ils ont tourné le dos. C'est ainsi que David et Theodor Herzl avaient bien compris. L'unique solution, selon lui, c'était de créer un État indépendant pour les Juifs. Que pour les Juifs. Je voulais bien que vous compreniez une chose, parce que là, nous sommes arrivés à un paradigme
que chacun doit prêter bien attention et comprendre l'essentialité d'une société. Après avoir, Theodore Herzl avait bien compris que il y avait dans la hiérarchie d'urgence, comme dans toutes les normes du monde, il y a toujours une qui doit primer. Et il s'est lancé dans la politique. Pas la politique comme font le président africain, comme avait fait Senghor. Senghor qui siégeait dans l'Académie française, dont on ne connaît même pas l'importance de cette académie aujourd'hui, parce que chaque personne fabrique sa langue de sa manière. Et pour siéger dans l'Académie française, il faut, par ailleurs, être impérativement français. Mais il était président sénégalais, qui a tout de même empêché le grand savant de réadmirer Cheikh Anta Diop d'enseigner dans les universités sénégalaises. Il ne s'est pas lancé, lui, ne s'est pas lancé dans la politique comme le président congolais Félix Tshisekedi, qui est le président nommé non seulement des Occidentaux, mais il est nommé par l'autre Africain qui est de l'origine rwandaise, Joseph Kabila. C'est-à-dire que pour lui, il s'est dit, comme on est dans l'urgence, il faut qu'on crée quelque chose. Et la chose qu'on doit créer, c'est quoi? C'est chercher à collectiviser des fonds. Avoir des moyens qui va permettre d'acheter des foyers en Palestine. Mais ça, c'était un projet qui est subvenu après. Et il disait toujours une phrase sous forme de prophétie pour les adeptes de la prophétie. Je sais qu'après, vous allez dire Amen. Si voulez-vous, ce ne sera pas un rêve. Ici, je n'adopte pas la position sioniste, mais je m'engage à un combat que tous les Africains devraient s'engager. Un combat qui consiste à une délibération consciencieuse de créer des moyens et de trouver des possibilités qui vont permettre aux Africains d'avoir une unité, et une unité qui va aboutir plus tard à ce que Marcus Garvey appelait à l'époque l'État fédéral africain. C'est ce qui manque à l'homme africain. Et Herzl proposa un programme correct de collecte de fonds auprès des Juifs du monde par un organisme qui œuvrerait en vue d'atteindre cet objectif. Mais au départ, lorsqu'il a commencé cet objectif, personne n'y croyait. Qui peut croire à ce genre de choses? Après, on ira où? Si on fait on collecte le moyen, on trouve des moyens. Et il a fait les collectes, c'est demander les moyens auprès des financiers juifs. Et personne, tout le monde disait que c'est une aventure rocambolesque, c'est ubuesque. D'où celui-là a trouvé ce genre de bigarré qui ne peut pas réussir. Parce qu'on estime qu'il y a bien au-delà des gens avant lui qui ont osé. Mais il a quand même osé. Et la chose n'a pas marché. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Cette fois-ci, il a dit, je vais organiser un congrès international, un congrès mondial, qui va recycler tous les juifs du monde en Suisse, à Bâle, en Suisse. Il a dit, je vais organiser et appeler tout le monde.
Même si ça réussisse ou pas. Mais au moins, je dois appeler tout le monde. C'est ça ce qu'on appelle avoir une conviction. De Lumumba, tout le monde, tout le panafricain d'aujourd'hui se réfère à lui. Le panafricain se réfère à Thomas Sankara, à Marcus Garvey. Aujourd'hui, tuer un Africain, ça ne signifie pas enterrer l'idéologie qui incarnait la personne. Puisque l'idéologie s'évapore. Et l'idéologie, pas s'évaporer dans le sens, c'est volatiliser. Non, pas du tout. C'est distribué dans la tête de chaque Africain. Et Hertz a bien compris cela. A dit, je dois quand même essayer. Aller jusqu'au bout. Il organise un congrès en 1897 où il regroupe tous les juifs du monde. Et enfin, tout le monde a cru. Et ils ont compris que c'était le temps pour nous de s'unir et de créer notre propre nation. Et tout le monde connaît la suite. Et ce que je veux faire ici, je vais vous demander. Mon objectif principal et primordial, c'est quoi? Vous habitez par exemple dans un quartier, dans une commune pendant plusieurs années. Vous vous réunissez régulièrement. Vous savez que celui-là c'était l'électricien. L'autre c'est un maçon. Il y a autant de compétences comme je l'avais dit. Et quelle est l'importance d'une communauté en dehors de créer des associations pour recycler des poupées envoyées en Afrique? Ce n'est pas forcément l'objectif d'une association. Mais aussi d'aimer bien vos enfants. Comme j'avais dit au départ. Lorsqu'on aime ses enfants, lorsqu'on aime la continuité généalogique, qu'est-ce qu'on fait? On va promouvoir quelque chose de très bénéfique. Pas que pour soi, mais pour l'avenir. On sait très bien que moi j'ai souffert à chercher du boulot, à faire ceci, à faire cela. Je ne permettrai jamais à mes enfants de souffrir de la même sorte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait un projet. Un projet marche toujours dans le sens collectif. Dans le livre de Maître Gims, même, je ne suis pas un adepte musical, Vise le soleil. Vous savez, la musique, c'est une passion très très particulière. Dont il dit que à l'époque où les enfants de mon âge allaient ou attendaient les brevets, moi et mes camarades, ils parlent du groupe. On a créé la section d'assaut. C'est-à-dire que pour avoir une force, pour dynamiser la puissance et la compétence, on doit être soudé. Sans l'unité, on ne peut absolument rien faire. Et l'unité ne doit absolument pas être que pour boire, pour manger. Pas pour montrer le vêtement. Dire tout ce qui va dans le sens alambiqué, ce n'est pas forcément le sens d'association. Tu es un ingénieur. Et comme on n'a pas la confiance de soi, je vous donne cette arme, comme on n'a pas la confiance de soi entre nous, mais on a nos enfants qui sont nés ici, qui ont fait des études ici, qui connaissent ce qu'on appelle l'administration européenne, ou comme vous vouliez, vous pouvez les placer dans de places où vous pensez qu'il n'y a pas la confiance entre vous. Ils peuvent bien administrer. Et la personne qui est là, ou l'enfant qui assume la responsabilité, va... S'il y a par exemple le marché, on sait très bien que dans notre boîte, on a des électriciens. On doit envoyer des électriciens. On sait très bien que dans notre boîte, on a des mécaniciens. On doit envoyer des mécaniciens.
On sait qu'on a besoin des agents de sécurité. On doit les envoyer. Et l'argent reste communautaire. Au lieu de viser, on doit créer des banques. On doit commencer à faire des récoltes de fonds. On doit commencer à faire ceci. Commençons d'abord à se regrouper dans les cadres de compétences. Ce que vous savez faire. Ça peut permettre à tous les Africains ou aux autres de se regrouper et de créer leur propre boîte. Pensez-vous que si vous êtes dans une boîte où il y a presque tout, électricité, ménage, échafaudage, mécanicien, informaticien, comptable, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous allez manquer de marché? Pas du tout. C'est une précision que je vous le dis. Vous n'allez pas manquer de marché. Parce que dans cette boîte, il n'y a que des expérimentés. Il y a des expérimentations. Il y a des gens qui connaissent là où il faut frapper. Ils connaissent comment faire, comment chercher le marché. Et dans le cadre de l'administration, vous enveloppez vos enfants qui sont nés ici et qui vont commencer à permettre que l'économie puisse s'accroître. Voilà l'idéal que l'Africain doit chercher dans la diaspora. Au lieu de se dire, on ne nous aime pas, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne fait pas ceci, cela. On est au XXIe siècle, on respecte que quelqu'un qui a des moyens financiers. Vous voyez aujourd'hui ce qui s'était passé avec Père Karcher. On avait parlé parce qu'il y avait justement des juifs qui ont été tués, quelque chose comme ça. Mais, du jour au jour, il y a des tueries contre les Noirs, même des tueries policières. Tout le monde sait ce qui s'est passé à Adama, ici, à Persan-Boumou. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une communauté où on ne se respecte pas. On respecte quelqu'un qui a des moyens financiers. Et le monde marche comme ça. Il ne faut pas rêver. Pense pas qu'on va te respecter parce que tu parles autant français, parce que tu t'habilles à la française, ou tu manges français, ou tu t'intègres, ou tu veux faire de l'assimilation aux Zemmour. C'est à partir de là que tu seras respecté. Pas du tout. Les respects passent par des moyens financiers. Lorsque vous êtes dans une communauté où on connaît que cette communauté est organisée dans le contexte financier, ils ont la possibilité de bouger l'économie nationale. S'ils ferment leurs entreprises, il y aura des faillites, c'est-à-dire qu'il y aura des chômeurs. Et ces chômeurs deviendront plus tard des gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger cette communauté. On le fait avec d'autres. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ces communautés amènent une économie forte dans leur pays. Et ils savent très bien que sans cette communauté, sans le moyen financier de ces communautés, notre économie peut basculer à tout moment. Donc on a un intérêt précis et un intérêt particulier à promouvoir la santé et l'existentialité de cette communauté. Et celle-là va poser des conditions pour qu'il n'y ait pas l'existence des autres communautés. C'est ainsi que vous voyez, on n'aime pas d'ici, on parle des musulmans, on parle des voiles, tout ça parce qu'il y a une question monétaire qui est mise en perspective. Lorsque le prince d'Arabie Saoudite vient en France, passe aux Champs-Élysées avec des voiles et tout, personne n'en parle. Il porte Dieu là-bas, ne porte pas comme les Français. Mais personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il va remplir la caisse française. C'est ainsi qu'il n'y a pas certaines exigences qu'on fait à d'autres. Parce qu'on sait, lui, il a les moyens. Regroupez-vous, formez-vous. Il faut avoir des avantages que d'autres ont. À partir de là, que vous verrez que
vous allez être respecté. Merci.